أذكر صواب إمس دالي وين غزول دم قران نسلاي غف مولود فرعون أمارو. C'est bien. Je commence. Oui. Eh bien, bonjour tout le monde. غزول. Je salue tous les gens qui m'écoutent. Je remercie les gens qui m'ont invité, qui m'avaient même invité pour venir là-bas, mais bon, je ne pouvais pas, dans les conjonctures actuelles, je ne pouvais pas voyager. Donc, on a eu l'idée de se parler comme ça et c'est pas, et peut-être on fera en sorte que ce soit aussi bien. Voilà. Donc, je vais faire une présentation de Pharaon assez rapide une présentation du parcours de Pharaon pendant une demi-heure à peu près. Et Fazia va entrer plus dans la partie littéraire. Moi, je suis donc le deuxième enfant de Pharaon. Je suis né en 42, donc j'ai un petit peu plus de 80 ans. Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas trop voyagé maintenant. Je suis ingénieur agronome. J'ai été haut responsable au gouvernement, au ministère de l'Agriculture, dans les cabinets, à la présidence, en fait, un peu partout. Et je suis retraité. Maintenant, je préside la Fondation Mouloud Feraoun avec ma sœur Fazia aussi, Fazia qui est responsable des questions culturelles, des questions de publication à la Fondation Mouloud Feraoun et qui a été, elle aussi, professeure d'université. Elle a fait de la sociologie. Elle était professeure de sociologie. Bien. Ceci étant, bon, très rapidement, je vais rappeler bon, que Feraoun est né en 1913 à Tizi Ibel et il faut se mettre un petit peu dans le contexte. Déjà, quand le père de Feraoun est né, vers 1880, la révolution del Mokrani n'était pas loin. C'était quelques années juste avant. Et, euh, et les Français, à l'époque, bon, encore que, j'allais dire, les Français n'avaient pas bonne presse, les Français étaient un danger. Pour les Kabyles, c'était un danger. Parce que depuis qu'ils étaient rentrés, ils étaient rentrés en 1857, c'est-à-dire pas beaucoup d'années avant la naissance, à peine 20 ans, 25 ans, à peine un quart de siècle avant la naissance de notre grand-père et un peu plus, bon, disons, vous ajoutez 25 ans pour la naissance de Pharaon. Pharaon est né en 1913. Donc, les Français, pour les Kabyles en tout cas, c'était le danger. Vous le savez tous, les Français, quand ils allaient, ils tuaient ils avaient des armes modernes. Nous avions des bâtons ou des petites pétoires comme ça. On était des ruraux et des paysans et ils avaient des armées même de métier, des armées qui, pas très longtemps avant, ils avaient fait la campagne de Russie, ils avaient fait plein de choses, c'était des armées de métier. Et quand ils venaient, non seulement ils détruisaient les personnes, mais ils détruisaient la nourriture, ils détruisaient les réserves, les silos de blé, enfin les petits silos, c'est des silos d'huile, ils coupaient les arbres et tuaient les animaux. Donc les Français, c'était un danger. Au point où, quand Pharaon arrive, bon, je dirais toujours Pharaon, hein, parce que bon, je parle au titre de la fondation Mouloud Pharaon. Bon, si je dis, bon, les gens le savent, je ne parle jamais de mon père, parce que mon père, c'est quelque chose d'intime, mais je parle de Pharaon en tant qu'écrivain, en tant qu'homme de culture qui le connaît, et qui le connaît bien. Donc, Pharaon, même quand il est arrivé, à l'école normale, où il a enfin, si vous voulez, pour faire court, il va à l'école, il est élevé il grandit au village, il regarde sa société, c'est le premier enfant d'une famille où il n'y avait pas de garçon, le premier garçon d'une famille pauvre. Le grand-père, son père, a lui travaillé beaucoup
puisque le frère du père s'occupait uniquement des affaires civiles en vie. C'était quelqu'un de propre, quelqu'un qui avait le blouse blanc, la grandeur à blanche. C'est comme ça que les frères en Kabylie se partageaient les choses, les rôles. C'était c'était le bonhomme des affaires civiles. Mon grand-père était dans les champs. Il avait fait même des stratégies pour vivre dans le champ. Il avait fait un plancher à 20 mètres du sol sur un frêne. Il habitait Siwan, il habitait Siwan. La plupart du temps, il était tout au champ parce que pour qu'on ne lui vole pas, on ne lui vole pas les frênes, qui étaient un fourrage, pour qu'on ne lui vole pas tarha, les figues, parce que c'était son revenu, pour qu'on ne lui vole pas le raisin, etc. Et il surveillait tout. Il vivait la plupart du temps dans le champ. À partir de son arbre, il voyait tout. Il voyait tout. Et, donc, c'est quelqu'un qui était illettré, qui savait pas lire et écrire, qui était même pas moderne. Je me souviens, il était venu à Fort National en 1952, quand on venait d'être nommé là-bas. Ma mère lui a donné une paire de chaussures de Pharaon. Il a, il l'a mise et il est tombé avec. Il ne pouvait pas marcher avec des chaussures. Il fallait qu'il marche ses suffades avec la peau de chèvre. Là. C'était vraiment un homme un rural de l'ancien temps. Et comment ce monsieur, ce paysan, ce rural, a eu l'idée de prendre un jour son fils, quand il a eu 7 ans, de le prendre et par la main de le mettre à l'école. Ça a intrigué même le biographe de Pharaon, José Lenzini, qui a fait la dernière biographie de Pharaon au centenaire de Pharaon, qui est sorti en France d'ailleurs chez Actes Sud, qui est sorti en 2013. Et José Lenzini m'a dit, je suis étonné, je me demande toujours comment ce vieux monsieur, qui est illettré, a-t-il fait pour avoir l'idée de mettre son fils à l'école. Bon, Pharaon va donc à l'école, il s'amuse parce qu'il s'est toujours amusé, il était choyé par ses soeurs à la maison, par ses tantes et tout, il continue à l'école, il pensait que c'était un jeu, mais il y avait tous les enfants étaient là-bas, donc c'était agréable. Et puis un jour, il raconte cette histoire dans Le Fils du pauvre. Un jour, son père le reçoit à la maison, le voit rentrer à la maison avec une flûte. La flûte, c'était le prétexte pour qu'il l'engueule. Il dit, voilà, tu es un mauvais élève, ton maître d'école est mécontent de toi. Moi, je suis très triste que tu ne travailles pas bien, ton maître d'école dit que tu ne travailles pas bien, et toi, tu joues de la flûte. Alors, bon, il a Pharaon, qui avait 8 ans, il respectait énormément son père, il avait un respect énorme pour son père. Il s'est dit, tiens, il est en train de me dire que le maître me connaît, parmi toute la multitude d'enfants, il me connaît, il sait que je travaille mal, mais surtout mon père sait que je travaille à l'école et que je travaille mal. Il veut que je travaille bien, ben je travaillerai bien. Ça, ça a déterminé toute la vie de Pharaon. Il a cité ça dans Le Fils du pauvre pour Fouroulou. C'est l'une des choses qui est vraie. On dit que le Fils du pauvre est autobiographique, ce n'est pas vrai. Les livres de Pharaon s'appuient toujours sur quelque chose de réel, mais ce n'est pas son histoire. Et donc, mais ce fait-là, il est réel. Dans le Fils du pauvre, ce fait est réel. Et ça a permis à Pharaon de découvrir la vertu du travail pour ouvrir toutes les portes, pour permettre d'avancer. Quelque temps après, il va à l'EPS, c'est là où je parlais des Français, il découvre les Français qui étaient les ennemis, qui étaient le danger pour nous, il les voit, il voit les Français des petites villes, c'est juste une petite ville, et on appelle ça les Français des petites villes, c'est des gens haineux, c'est des gens mauvais, c'est des gens racistes, c'est des gens malhonnêtes. Il travaille bien, on ne lui met pas une bonne note, c'est comme ça. Il mettait de bonnes notes pour les enfants de français. Lui, il avait des notes assez moyennes. Pourtant, il dit, je ne me suis jamais présenté en classe sans connaître toutes mes leçons sur le bout du doigt. Et c'est ce qu'il a fait pendant 3 ans. Il a eu la chance
il ne pouvait pas aller à l'internat. Il a eu la chance de trouver l'internat des chrétiens, l'internat des protestants plutôt du père Roland, qui l'a marqué de façon négative, parce que je me souviens, en 58, nous avons, j'ai vu, on était rue d'Isly à l'époque avec Pharaon, on est sorti avec lui, j'étais fier de sortir avec lui, mais lui aussi, je pense qu'il était fier de sortir avec moi et de me montrer aux gens, tu vois, et puis me montrer tout ce qu'il y avait à Alger. J'étais sorti avec lui, on venait d'arriver depuis 6 mois de Kabylie, et on voit un beau vieux monsieur, une barbe blanche, très haut de taille, costume bien propre. Il me dit, ça, c'est le père Roland. Je lui ai dit, j'ai fait un truc comme ça, un mouvement pour aller lui dire bonjour. Il me retient par la main. Plus tard, attends, on ne lui dira pas bonjour. Bon, j'ai compris que Pharaon n'a pas gardé un bon souvenir de la mission Roland. J'ai compris plus tard pourquoi. C'est parce que le matin, il était obligé de faire une messe. Le soir, avant de dormir, il faisait encore une messe et le dimanche aussi. Le matin, pour tout ça, on lui donnait un lit, un bol de soupe la nuit, un bol de café le matin. Voilà. Et il trouvait qu'on lui vendait très cher ce truc-là. Et il disait qu'il y avait des Kabyles qui faisaient du zèle pour apprendre la religion. Il dit, nous, on apprenait, lui, il parlait de lui avec Azir. Azir, c'est Abrou Sidir de Tagmout Azouz, qui était aussi directeur d'école comme Pharaon. Il dit, nous deux, on faisait le minimum, ce qu'on nous demandons de faire, c'était notre passeport pour vivre là-bas. C'est tout, c'est comme ça qu'il a vécu à la mission Roland. Et il a été très mal impressionné par les Français des petites villes, qui étaient mauvais avec eux. Il va à l'école normale. D'abord, il se présente à l'école normale. Les Français étaient 66 candidats pour 60 postes ouverts. Donc, il y avait que les bourrins qui n'échouaient pas pour aller à l'école normale. Pour les Algériens, il y avait 350 candidats et 5 places. Ce qui veut dire, quand Pharaon a été reçu, bien sûr, quand il a été reçu, il a été trié sur 350 candidats. C'est énorme ce truc-là, réussir à l'école normale. C'était déjà une difficulté, une porte fermée qu'on avait à peine entrouverte pour les Algériens parce qu'ils avaient supprimé le système de l'école normale. Quand Pharaon est rentré, ils avaient depuis quelque temps supprimé le système d'école normale indigène. Ils avaient mis l'école normale, le même régime d'instituteurs pour tout le monde. Mais avec une porte presque fermée. Voilà. Il arrive là-bas et il est étonné. Il trouve qu'il y a un semblant d'égalité. Les profs respectaient tout le monde de la même façon. Ils leur disaient vous à tous, etc. Mais bon, les groupes se sont formés, bien sûr, par affinité, pas par affinité, c'est pas par affinité régionaliste, mais ou bien par affinité de niveau. C'était les pauvres. Les pauvres étaient avec des pauvres. Pharaon était avec des pauvres comme Robles. Il a connu Robles là-bas. Il était avec un pauvre de Boussada, c'était El Bouti, qui était aussi de sa promotion. Et il était aussi avec Hamdan, qui était un pauvre des Ouadia. Voilà. Et c'était pas forcément tous des Kabyles. Ils passent l'école normale et ils trouvent quand même que c'est sympa, que les Français étaient gentils. Et à la fin de l'année, comme Pharaon était encore plus gentil que les autres, Pharaon était un très bon camarade. Il a vécu à l'école normale. Il ne sortait presque jamais pour ne pas dépenser de l'argent, parce qu'il fallait payer le bus, il fallait payer des cafés, il fallait payer beaucoup de choses. Il restait à l'école normale, il lisait. Il avait lu tous les papiers, pas tous les livres, mais tous les livres, toutes les revues, tous les documents, tous les journaux, tout ce qu'il y avait d'écrit à l'école normale, dans la bibliothèque de l'école normale, Pharaon l'a lu. Et c'est ce qui fait de lui un érudit. Je n'ai jamais rencontré autour de moi, pourtant j'ai vécu presque un siècle maintenant, j'ai 82 ans, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi érudit que Pharaon. Il était plus fort que Wikipédia d'aujourd'hui, pour vous dire. Bien. Et donc, c'était un bon camarade. À l'école normale, il y avait, bon, les étudiants font toujours des blagues, etc. Ils avaient à la fin de l'année, ils fêtaient toujours le plus mauvais élève. Cette année-là, Pharaon était tellement une exception
qu'ils ont créé, à la place du mauvais élève, ils ont créé cette année-là le prix du meilleur camarade. Et c'est Pharaon pour qui ils ont créé ce prix-là. Il a eu le prix. Ils lui ont donné à la fin, à la sortie, presque à la sortie, dans les jours où il y avait la sortie de l'école normale. Le lendemain, il y avait le banquet. Ils ont le banquet d'adieu, qui était un banquet avec les profs, etc. Un truc tout à fait gentil. Et il s'est figuré un truc, il s'est dit, bon, il allait être triste, il s'est dit, bon, voilà, on va se quitter. Et puis, son cœur s'est resserré. Il s'est dit, on va se quitter. Tous ces gens-là, la plupart, c'était des Français. Il y avait 4 Algériens, je pense, avec lui. Les Français, tous ces Français-là, quand ils vont aller dans les trucs, demander, ils auront des postes dans les petites villes, ça sera des Français des petites villes, et petit à petit, ils seront aussi mauvais. Donc, c'est pas la peine que je sois triste. Moi, je suis kabyle, je vais retourner dans mon village et instruire les gens de chez moi. Il avait vu déjà que l'instruction, c'était un moyen de libération. Et ce qu'il écrit à l'école normale, bon, il écrit, ça je le lis parce que je ne pourrais pas m'en souvenir, Menrad et Kabyle, il parle de Menrad, mais en fait c'était lui, ce n'est pas sa faute. Il connaît les Français depuis son jeune âge. Les premiers furent les gendarmes. Lorsqu'ils apparaissent lorsqu'ils apparaissent, ils se sauvaient, ils se sauvaient à la Juma avec les autres gamins. Puis, ils se rassuraient tous, tout en voyant la mine, revenaient se poster à une distance respectueuse, prêts à disparaître au moindre danger. À cette époque-là, ils n'avaient jamais vu le chef suprême, l'administrateur, dont le nom était à la bouche de la mine pour effrayer les mauvais sujets. Il le craignait quand même, comme il craignait tous les roumis. Et il ajoute, je n'ai pas le texte, mais c'est dans Le Fils du Poids, vous le trouverez bien, il ajoute que même à ce moment-là, à 20 ans, il a gardé cette peur des Français, qui était différent de nous. Et ça, c'est dans la personnalité de Pharaon. Donc, quand il sort de l'école normale, il va prendre, on lui donne une école, d'abord une école à Saint-Rige pour 2 ans, ensuite dans le mouvement, il prend une école à Benidouala qui est celle de Taboudriste. Il va rester 7 ans. Pendant les 7 ans, il va s'établir d'abord. Oui, il va s'établir. Il va faire, disons, il va se marier une année après. C'était en 1937. En 1938, il se marie. Et en avril 39, bon, il réfléchit, il considère, etc. Se considérait comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un d'instruit. Il s'est dit, je vais écrire. En avril 39, il s'est mis à écrire Le Fils du pauvre. Et là, l'aventure éditoriale du Fils du pauvre, elle est très longue, elle est très longue. Elle n'a pris fin que, elle n'a pris fin, j'imagine qu'elle a pris fin en 2000 quand je l'ai édité, je l'ai réédité, il est là. Ce Fils du pauvre, là, c'est un livre complet que la Fondation Mouloud Firaoun a édité. Euh, c'est le livre que Firaoun a pu sortir enfin en 1950, après avoir essayé de le publier aux éditions Fasquelle, après avoir essayé de le publier aux éditions de Charlot. Les éditions Charlot ne l'ont pas accepté à Alger. Ils étaient pas tous d'accord. Ils ont écrit à Paris, ils ont envoyé à Paris. À Paris, ils n'étaient pas tous d'accord non plus. Puis ils ont dit, bon, eh ben, bon, on ne le publie pas. Ils ont dit, c'est un Français qui était président du jury, il avait répondu à Ferron, bon, que pour cette année, c'est complet. Et Ferron a dit, bon, c'est complet, je vais quand même le publier. Et il a été aidé par le président de la Société d'histoire naturelle d'Algérie, qui était le Edmond Sergent, le directeur de l'Institut Pasteur. Il a été aidé aussi par l'inspecteur Simon, parce que, je n'ai pas dit, quand Ferraoun a été nommé instituteur, tout de suite, la première année, à l'école de Juma Sarij, déjà, il était directeur il était instituteur d'une école à une classe, tous les cours étaient dans la classe. Il avait eu 14. Et l'inspecteur avait mis dans le truc, je pars de cette école avec une grande satisfaction, puisque les élèves sont propres, ils lisent bien, ils articulent bien,
et ils écoutent le maître et ils participent. Voilà. Il a mis tout ce truc-là dans le rapport. J'ai le rapport, c'est extraordinaire. Sa deuxième note a été un 15. Après, il est tout de suite passé à un 18. Il est resté toute la guerre de 39-45 à Taboudrist. Et puis, alors là, après, bon, il a essayé une année avec son frère. Son frère était sorti de la guerre. Il était donc démobilisé en octobre 44. Il prend un poste avec son frère. Pharaon devient donc directeur de l'école à deux classes de Haït Abdel Moumen. Il y va en octobre 44 et il passe une année et le poste de Tizi Ibel est libre et il dit à son frère, tu vas aller à Tizi Ibel, tu vas rester à côté avec les vieux, puisque bon, il s'entendait bien avec ses beaux-parents, avec ses parents, et il avait donc ses beaux-parents aussi là-bas, il voulait retourner au village, et Pharaon avait un poste à postuler pour l'école de Tawrit Moussa, qui est une école à deux classes, où il y avait déjà M. Medani qui avait une classe, mais Pharaon, bien sûr, il a eu le poste. Il avait, je crois, déjà, quand il a demandé Taboudris, il avait déjà 17. Il avait une très, très bonne note pédagogique. Donc, et chaque fois, d'ailleurs, qu'il a demandé un poste, il l'a eu parce qu'il avait toujours des hautes notes quand on a été bon, de Taboudri, on a été, donc, de Haït Abdeloum, il a été à Taourit Moussa, il est encore resté 7 ans. Ça nous a amené en 52. En 52, il était déjà instituteur au cadre alors qu'il avait à peine 25 ans de trucs d'ancienneté. Il a eu le cours complémentaire, il a eu l'école de Fort National. Il arrive là-bas, il décide, il voit que l'inspecteur il était bien dans les papiers de l'inspecteur, il a demandé à créer un collège. Il a créé un collège pour que nous, pour que ses enfants, nous-mêmes, Gigi, etc., et moi-même puissions être scolarisés au collège. Donc, il a pu créer un collège. Il a demandé, il a assuré l'inspecteur qu'en créant le collège dès octobre 52, il ferait tous les cours. Il a pris un autre prof qui faisait cours de maths, mais il nous enseignait il avait tous les cours, même la langue arabe, il faisait l'arabe. Et Pharaon, pour les langues, l'année d'avant, à Taourit Moussa, Gigi avait été disons, admise à l'examen de sixième. Il l'a inscrite, c'est Madame Robles qui l'avait inscrite en série A. À l'époque, il y avait A, c'est le grec latin, M, c'est moderne, etc. Il l'a mise dans la section où il y avait le latin. Et bien, Pharaon a acheté des livres, il a appris le latin pour pouvoir apprendre le latin à sa fille. Comme il avait repris les cours d'arabe pour donner des cours aux cours complémentaires de Fort National. Bon. Et donc, Pharaon s'est mis toujours à considérer sa situation, la situation personnelle, la situation des Algériens, par rapport toujours, par rapport toujours au colonialisme. Il a bien compris que le colonialisme, c'était ça qui était la cause de la pauvreté, de la précarité des gens, de la population. Et dans le Fils du pauvre, à la fin du Fils du pauvre, quand il a fait l'épilogue, il était déjà prêt de le publier à compte d'auteur. Il avait fait un épilogue pour parler du 8 mai 45, où les Français nous ont dit beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Il disait qu'ils nous tiennent un langage de charlatans. Et Pharaon a conclu le Fils du pauvre dans cet épilogue-là en disant voilà 3 ans en effet qu'on bourdonne sans discontinuer pour essayer de laisser la paix aux pauvres gens. On a quand même réussi à faire massacrer pas mal d'indésirables qui infestaient la planète et que la guerre avait malencontreusement épargné. On cherche à s'ériger en justicier, on fait figure de bourreau. Les hommes vont-ils oublier le cauchemar qu'ils viennent de vivre? Les peuples en général seront-ils aussi charlatans que les individus en particulier? Nous aurons alors une paix de charlatans et nous ne mériterons pas autre chose. Ou bien alors, faut-il refuser de désespérer? L'homme a maîtrisé la matière, il ne lui reste plus qu'à être maître de lui et de son destin. Pourquoi ne verrait-il pas, au bout de ces douloureuses étapes,
luire le resplendissant soleil dont parle le poète. L'homme qui pourrait dire ce que ce mot représente de volonté, d'amour et d'espérance. Voilà un peu la conclusion du Fils du pauvre. Voilà pourquoi il a écrit ce livre. Il a écrit donc ce livre où il montre la misère de la population. Il montre les difficultés énormes qu'il a eues pour pouvoir aller faire des études, être obligé de rester 3 années à l'école normale sans sortir, de partager sa bourse avec son père pour pouvoir faire vivre sa famille, laisser son père s'endetter. D'ailleurs, quand il a été instituteur, il a fallu 8 ans pour qu'il puisse payer la dette de l'usurier. Tout ça, tout ça, c'est dû au colonialisme. Et ça a été ça a été le problème de Pharaon. Donc, ça, c'était son grand problème. Il voulait trouver des solutions. La solution pour lui, c'était ça. C'était autant il était humaniste, autant, voyant la situation comme elle se présentait en mai 45, il fallait se faire violence et puis dire, bon, il faut se battre pour pouvoir être libre. Mais l'instruction aussi était pour lui un instrument de libération. C'est pour ça que dans ses écoles, chaque fois, il a essayé de faire évoluer les gens, il a essayé de créer de créer des cours gratuits, des cours supplémentaires, d'obtenir des certificats d'études. Dans toutes les écoles où il a été, il a multiplié le nombre de réussites aux certificats d'études, que ce soit à Taurit Moussa ou la Force nationale ou la même à Taboudrist. Il a toujours œuvré pour qu'il y ait le maximum d'instruits. À Taboudrist, comme ma mère était jeune, il venait de se marier avec elle, elle avait 15 ans, il l'a mise en classe avec ses élèves pour qu'elle puisse instruire, et il lui a toujours lu les livres qu'il a lus, etc., pour l'instruire. Et à Fort National, quand il a créé le CEM, il a également créé une rangée, dans toutes les classes, une rangée de filles. Et il a mis Gigi dedans. Gigi a été inscrit. Au début, on devait l'inscrire au lycée de Maison Carrée, mais il a dit, bon, je vais la mettre ici pour que les parents mettent leur fille à l'école Fort National. Donc, il avait une rangée dans chacune des classes du cours complémentaire, une rangée de filles. Et tous les parents de Fort National ont mis leur fille. Parce que c'est toujours l'instruction pour lui, c'est un instrument de libération. Et il n'y a pas que ça. Pharaon, c'était un homme de société. C'est-à-dire, quand on était arrivé à Fort National, là j'avais 10 ans, la première chose qu'il fait, il me montre les épiciers. Il me fait le tour des épiciers, tous les épiciers, des fournisseurs, il me montre. Les gens, ils me voient, ils savent que je suis son fils. Il m'amène le mercredi, il m'amène au marché où on vendait les œufs, on vendait du poulet, on vendait des choses qui ne se vendaient pas dans les magasins, une fois. Après, c'est moi qui avais en charge de nourrir la famille. Lui, il nourrissait les autres, les enfants. C'est-à-dire, il s'occupait de l'équipe de foot, de l'équipe de foot scolaire, du cinéma pour les enfants et du cinéma pour le foyer rural de Fort National. Il faisait des conférences, il faisait énormément de choses. Quand, bon, il y avait le conseil municipal, bon, il y avait un maire socialiste qui était Frappoli, Marcel Frappoli, qui a été assassiné, qui a été fait assassiner par un Kabyle, mais qui a été fait assassiner par les gens, par les Français. On a su que Frappoli, Madame Frappoli, c'était la sage-femme, elle a fait accoucher tous les gens de Fort National, donc elle a fait accoucher pratiquement tous les moudjahidines de l'époque, c'est elle qui les a fait accoucher. Mais on était étonné que Frappoli ait été tué en 55, je crois en juillet 55, mais en fait, on a su après on a su qu'il l'a tué, et ce bonhomme avait été armé par les Français pour pouvoir créer un problème. Et c'est là où on a eu une SAS à Fort National. Et quand on est arrivé avec Pharaon au Clos, bon, d'abord à Fort National, Pharaon était directeur de l'école au moment où la guerre a éclaté. Au moment où la guerre a éclaté, tout de suite, il s'est mis en contact avec le sommet des Moudjahidines. C'était le colonel Sénassar qui était responsable de la région de Fort National. Et pendant toute la guerre, Pharaon a travaillé avec le colonel Sinassar sans que les gens le sachent.
au point où quand il y a eu la guerre, la grève de février 57, au moment de l'inscription de la question algérienne aux Nations Unies, c'est Pharaon qui avait fait la lettre que Mamri lui avait demandée par un journaliste suisse qui était venu lui demander. Donc, quand il y a eu donc la question algérienne, il y a eu la grève des fonctionnaires. C'est Pharaon qui a géré la grève avec l'administrateur. C'est Pharaon qui a géré la grève des fonctionnaires. Euh, Bon, ensuite, quand on est arrivé à Alger, il y avait aussi, bon, il fallait, à un moment donné, d'ailleurs, à Front National plutôt, il y a eu une pression des militaires, une pression du capitaine Tardy. Il a fallu qu'on se sauve. Les vacances disons, le 30 juin. Le 16 juillet, on était à Alger. On est venu tout de suite. Et Pharaon, dès que il n'a pas participé au mouvement, mais avec la pression, là, il a écrit à l'inspecteur d'académie, il a dit, vous me donnez n'importe quelle école à Alger, je ne veux pas de CE1, vous me donnez n'importe quelle école où il y a un grand logement. Par chance pour nous, bon, il y avait une école à Salambier où le directeur partait. Il y avait une villa comme logement, il y avait 8 pièces avec un jardin, c'était bien. Mais l'école avait 28 classes et ça a épuisé Pharaon, ça l'a épuisé beaucoup. Quand on arrive là-bas, Pharaon, il se dit ça, je suis incognito. C'était en octobre 57. Il n'empêche bon, que le capitaine Courbon, le capitaine de la SAU, c'était lui l'Assas, le remarque. Et bien sûr, je dis bien sûr, parce que Pharaon, c'est quelqu'un qui était toujours au sommet des choses. Tu vois. Au mois de le 1er janvier 58, donc, il reçoit une invitation pour aller au palais d'été, pour aller faire les vœux au chef au gouverneur général de l'Algérie. Il s'est dit, bon Dieu, je suis venu me cacher et on me poursuit jusque-là. C'est de la persécution. Bon, bien sûr, il ne pouvait pas se dérober, il a été donné les vœux et Pharaon était inscrit dans les listes des hauts fonctionnaires alors qu'il était directeur d'une école. C'était comme ça, il était vu de cette façon-là et il ne pouvait pas échapper. Il pouvait pas échapper disons, à une implication. Pourtant, chaque fois, il a même tenu tête à un lieutenant que Massu lui avait envoyé pour lui dire bon, il faut que tu te présentes aux élections. Pharaon a dit bon, écoutez, ça ne me il lui a dit les écrivains s'impliquent dans la politique. Pharaon a dit bon, ils s'impliquent dans la politique quand ça leur plaît. Moi, ça ne me plaît pas. Il a été très insolent avec lui. Bon, ben, Pharaon lui a fichu la paix pour le moment. Voilà. Et un petit peu donc le survol de la vie de Pharaon, c'est, disons, je pense, passer la parole à Fazia qui va parler un peu plus pour entrer dans le vif du sujet, dans la littérature. Et سنميرت disons, ensuite, on répondra à des questions si vous voulez. OK? سنميرت مس علي فرعون غفين تحكي غف مولود فرعون أذكر أول إمس فز جا فرعون يلس مولود فرعون وكنا غنمسلي غف تفتي يفرح مولود فرعون نمرو مولود فرعون